Salut la team rentable, Samedi Coffee, j'ai déjà fait couler aujourd'hui, installe-toi, fais-toi un café. Le principe de Samedi Coffee, c'est qu'on va plus loin, qu'on répond aux questions, on répond aux interrogations, on réexplique ce qui demande peut-être une clarification et on va plus loin dans les concepts qu'on voit sur cette chaîne finance et investissement. Bienvenue, buvons un petit café et on va commencer tout de suite. Alors, ça fait du bien. C'est samedi, on a le temps, on prendra le temps qu'il faut. Petite astuce, tu la connais, hein, quand les vidéos sont longues, tu peux les mettre en 1,5, 1,25, 1,75, voire même 2. Tu vas voir, je vais parler beaucoup plus vite et ça permet de gagner un peu de temps. Moi, c'est ce que je fais personnellement quand je regarde des vidéos. Je les regarde souvent en accéléré, ce qui permet de gagner du temps tout simplement. Je vais commencer par juste une précision sans aucune animosité, hein. C'est juste que voilà, je réponds aux gens aussi, et c'est le principe de Samedi Coffee. Attends, je vais me mettre là pour qu'on puisse voir. Voilà, donc j'ai des gens qui disent voilà, je suis pas très fan du tutoiement, du côté un petit peu proximité, et je le comprends. Alors moi là, ce que j'ai répondu à Jonathan, c'est que voilà, je comprends. Il faut tout pour faire un monde. Ce qui est sûr, c'est que j'ai pas du tout prévu de changer et ça ne changera pas. Je pense qu'il y a assez de chaînes costard-cravate coincées du cul. Je pense que la finance, c'est déjà un petit peu obscur et chiant et c'est aussi justement à cause de gens qui se prennent trop au sérieux, trop pincés, qui mettent des mots compliqués, qui mettent des termes de jargon partout, que justement dans le monde et en France, il n'y a pas assez de connaissances autour de cette finance et de ces notions-là. Et tu entends mon chat qui miaule. C'est comme ça, c'est Samedi Coffee. Donc il n'y a pas assez de simplicité autour de tout ça. Il n'y a pas assez d'humain, tu vois, de proximité. Donc moi, c'est ma marque de fabrique. Une de mes devises, c'est que de toute façon, on peut faire les choses sérieusement sans se prendre au sérieux, et c'est ce que je m'attache à faire. Bon, aujourd'hui, j'ai sélectionné pas mal de questions. On va parler beaucoup de crypto parce que c'est vachement le truc du moment. On va parler également d'immobilier, on va parler de holding, on va parler d'allocation, on va parler un peu d'écologie, mais je te rassure sans se prendre trop la tête. C'est surtout que c'est relié aux crypto. On va parler d'argent comme d'habitude. Qu'est-ce qu'on avait d'autre comme question? On va parler un petit peu de portefeuille crypto, de copie de portefeuille, des portefeuilles qu'on peut avoir nous, et tout ce qui s'en vient. On va parler de schizophrénie du discours, où parfois, alors je ne sais pas si c'est ce que je projette ou des gens qui ont l'impression, ou si c'est tous les biais psychologiques qu'on a pu voir ensemble, qui font que, je sais pas, j'ai l'impression que parfois, malgré moi, je projette allez-y, achetez les cryptos, la bourse. Et puis parfois, sur d'autres vidéos, apparemment, je projette oh là, non, c'est la fin du monde. Donc je vais faire un point là-dessus. On fera un point aussi sur les actions, on fera un point sur les taux, peut-être si on a le temps. Qu'est-ce que j'ai d'autre en stock? On fera un point sur le levier et tout ce qui est gestion de risque. Voilà. Donc on a pas mal de taf, hein. Par quoi on va commencer? Par quoi on va commencer au milieu de tout ça? Allez, tiens, on va commencer par pareil, commençons par tout ce qui est commentaires de gens pas contents, mais c'est aussi le but de Samedi Coffee. Alors c'est parti. Alors il est un peu long, je vais te le résumer. Donc c'est Ray, c'était une vidéo sur les cryptos. En gros, le point de Ray, c'est de dire que je participe à la pénurie de matériel informatique parce que, étant donné que je parle de crypto et que les cryptos, et notamment le proof of work de Bitcoin, utilisent beaucoup de matériel informatique, il y a une pénurie. Je comprends que Ray travaille dans l'informatique et apparemment dans le retail, il a besoin de pièces détachées, il a besoin de cartes graphiques, il a besoin de composants et il les trouve plus. Les prix montent, puisque forcément, si les mineurs achètent tout le stock, les prix montent, en effet, on le comprend très bien. Et donc voilà. Et donc il trouve qu'on met, il met un peu dans le sac des mineurs, mais bon, je n'en veux pas, tout le secteur de l'informatique, les gamers, les monteurs, les commerces, les assembleurs, les photographes, etc., tous ces gens qui ont besoin, et notamment de cartes graphiques, on les met un petit peu en péril. Et voilà. Donc, en gros, je ne peux que être d'accord et pas d'accord. Donc, j'ai déjà répondu en commentaire, mais je vais répondre peut-être que et puis tu peux me dire, toi, dans les commentaires, si tu es d'accord avec ça et ce que ça t'inspire. Parce que c'est vrai que c'est un débat, il n'y a pas de bonne réponse. Quand le proof of work est né, il est né pour être sécurisé.
Okay, on a déjà fait plein de vidéos où j'explique un petit peu les différences, et en plus c'est pas du tout là où je suis spécialiste, donc j'explique les grandes lignes des différences entre les différents protocoles. Mais globalement, le principe du proof of work sur lequel repose Bitcoin, c'est de faire des calculs informatiques compliqués pour sécuriser la blockchain. Et qui dit calcul informatique compliqué, et qui deviennent de plus en plus compliqués dans le temps, et en plus il y a une notion de concurrence entre les mineurs, fait que finalement c'est la course à celui qui est le mieux armé, c'est la course à celui qui a le meilleur matériel informatique pour faire des calculs de plus en plus compliqués, de plus en plus vite, pour récupérer des frais de transaction, et c'est ça le principe du minage. C'est censé recopier de façon algorithmique, cryptographique, informatique, le travail d'un vrai mineur dans une mine. C'est ça au départ, c'est pour ça que le protocole a été designé de cette façon-là. Et c'est pour ça aussi que ça recopie. Parfois, j'ai des questions, mais oui, mais le Bitcoin, il est déflationniste, etc. C'est pas comme le reste. Mais si, c'est comme le reste. C'est justement toute l'essence de Satoshi d'avoir dit au début, on va créer un supply maximum cryptographiquement, informatiquement, qui va faire un petit peu comme l'or. L'or dans le monde, on sait pas, enfin, on sait, j'ai envie de dire, on sait pas combien il y en a en tout, mais si on le sait à peu près. Oui, il y a des millions d'études géologiques qui nous disent à peu près combien il y a d'or dans le monde. Alors, sur ce à peu près, oui là j'ai dessiné un tas d'or, hein, c'est dégueulasse, hein, mais bon tu me connais. Sur ce à peu près supply possible, oui il y a des marges d'erreur, peut-être qu'il y en a un peu moins, peut-être qu'il y en a un peu plus, d'accord? Mais on sait globalement quel est le supply mondial d'or. Il y en a une partie qui a déjà été extraite et qui est déjà dans les caisses, les coffres des gouvernements, chez les particuliers, chez les banques. Et puis il y en a une autre partie qui est encore dans les mines. Et au fur et à mesure, on vient l'extraire. Mais quand on va extraire ces parties qui sont encore dans les mines, c'est de plus en plus compliqué parce qu'il faut aller creuser de plus en plus profond, il faut aller découvrir de nouveaux gisements, il faut faire péter des trucs, etc. Donc la difficulté du minage là, de l'or, physique, augmente avec le temps et le supply d'or, la disponibilité se raréfie. Donc la courbe ressemble à ça. Difficulté, supply. Eh bien, le Bitcoin a été pensé de la même façon, avec une difficulté qui augmente dans le temps et un supply qui baisse. Et on le voit, il va baisser à coup de halving. Okay, oui, la distribution du supply va baisser à coup de halving. Donc si tu veux, la courbe de distribution, elle ressemble à ça. Au début, on vient distribuer beaucoup parce que c'est facile de miner, et puis avec le temps, la courbe s'aplatit, jusqu'à arriver à la totalité du supply de Bitcoin qui est sur le marché. Comme si demain on arrivait, et c'est la même courbe pour l'or, au début on a partout de l'or, c'est facile, il a juste à se baisser pour le ramasser, et puis au bout d'un moment ça devient de plus en plus compliqué parce qu'on en a extrait tellement jusqu'à l'extraction totale théorique du supply d'or. Donc c'est pour ça que le protocole il a été pensé comme ça. Sauf que quand il a été pensé au début, je ne sais pas s'il a été assez loin pour réfléchir à ce qu'il allait se passer après, ou si c'est arrivé malgré lui, ou malgré eux, puisqu'on ne sait pas si Satoshi c'est une personne ou un groupe. Mais toujours est-il qu'il y a eu une évolution. Le Bitcoin, ce dont je suis à peu près sûr à 99,9%, c'est qu'il a pris beaucoup plus d'ampleur que les gens qui en sont à l'origine le pensaient. Et aujourd'hui, oui, on a un vrai problème, puisqu'il y a tellement de mineurs, il y a tellement de gens qui en veulent, les prix ont tellement augmenté, ce qui conduit à de la spéculation, ce qui conduit aussi à être rémunéré mieux, parce que je te rappelle que les mineurs, ils ne sont pas payés en dollars, ils sont payés en bitcoin. Après, en effet, ils vendent leur bitcoin, mais ils sont payés en fractions de bitcoin et en bitcoin. Si le bitcoin augmente, forcément, les mineurs se mettent de mieux en mieux. S'ils se mettent de mieux en mieux, ils se disent, putain, il faut que je mine encore plus pour gagner plus d'argent. Et vu que le prix monte, allons-y. Donc ils dépensent plus, ils investissent plus. Et c'est là qu'on arrive à un problème. C'est comme si demain, au moment de la ruée vers l'or, tout le monde va acheter des pelles et des pioches, il n'y a plus de pelles, il n'y a plus de pioches. Aujourd'hui, la ruée Bitcoin, tout le monde achète des cartes graphiques, tout le monde achète des GPU et des composants informatiques au sens large, et on a des problèmes de stock, de supply, et donc trop de demandes, pas beaucoup d'offres, les prix augmentent. Et on l'a vu de la même façon avec la PlayStation, je sais plus combien, là, en fin d'année, qui est montée à des prix complètement débiles parce qu'elle était en rupture de stock et que tout le monde la voulait. C'est la même chose avec ces cartes graphiques, ces composants informatiques. Donc je comprends que ça disrupte des marchés, je comprends que ça fasse mal à des industries, à des gens, mais dans le monde, c'est un peu tout, question d'équilibre. Et c'est sûr que quand tu es dedans, la moirée, tu as l'air d'être dedans jusqu'au cou, et il est évident que pour toi, c'est sûrement catastrophique. Mais si je dézoome un petit peu le truc à l'échelle du monde et de l'univers, finalement, ce qui part d'un côté revient de l'autre, et tout vient finalement s'équilibrer. Donc c'est difficile pour des industries, c'est très bon pour d'autres. Et au-delà de ça, si on dézoome également, on parle de cycle économique. Globalement, même sur les cryptos, c'est la même chose, on parle de cycle crypto. Donc
Bah oui, aujourd'hui, on est plutôt là, donc forcément, il est évident que la demande est très soutenue et que c'est pas maintenant que ça va être plus simple. Après, si on vient, comme on l'a fait déjà par le passé 4 fois, à une fin de bull run et puis un bear market qui va s'étendre 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, on ne sait pas combien de temps. On a pu voir par le passé qu'il se passait un moment où il se passait plus grand chose. Là, forcément, la tension va diminuer. Donc, c'est simplement un cycle de marché. Et tous les cycles de marché rendent des gens très riches, des gens très pauvres, des gens très tristes, des gens sous pression. Et c'est sûr que quand tu es pris au milieu de tout ça, c'est toujours plus facile d'être du bon côté du flingue. Donc Ray, j'ai pas grand-chose à dire, à part que voilà, moi je suis pas mineur, les gens qui regardent cette chaîne sont pas mineurs, ils sont investisseurs, et oui, malgré nous, bien sûr qu'on participe à cette demande, mais si cette demande elle existe, c'est que ça devait être comme ça. On a déjà parlé plusieurs fois de la théorie de l'efficience des marchés, où il y a des choses à jeter, des choses à garder. Les théories économiques et financières sont toujours comme toutes travaux académiques. Et il y a du bon, du mauvais, etc. Mais quand on vient faire le lien entre tout ça, on se rend compte que l'efficience des marchés, c'est également une réalité, ou en tout cas en partie une réalité. Et si les marchés se comportent comme ils se comportent, ils ne sont pas 100% efficients, ça a été démontré maintes fois, mais ils sont quand même efficients. C'est-à-dire que quand ça monte, c'est que ça doit monter. Quand ça baisse, c'est que ça doit baisser. Et parfois, il y a des... Si tu veux, si je devais dessiner une sorte de vraie courbe, si les marchés étaient 100% efficients, les prix feraient ça. Et en réalité, vu qu'il y a justement, et on l'a vu en finance comportementale, il y a des biais psychologiques qui viennent se mettre, et on a tout le principe de finance comportementale dont on a parlé qui vient se mettre, eh bien, on va avoir tout simplement des dépassements de ce que ça devrait être. Et puis là, on a des phases de débilité. Elles peuvent être aussi dans l'autre sens, où là, on aurait des phases de sous-performance finalement par rapport à si on était extrêmement efficient par rapport à ma ligne là, blanche-verte, qui serait la ligne d'analyse fondamentale parfaite où les prix reflètent exactement le marché. Mais c'est pas vrai. Le marché, il a des phases d'euphorie et des phases de contraction. Et puis, il y a un décalage vers le haut et vers le bas comme ça, mais il y a aussi un décalage temporel. C'est-à-dire que parfois, le marché, il anticipe, c'est bien souvent le cas, et parfois aussi, il est en retard. Souvent, il anticipe sur les montées et puis il est en retard sur les baisses. Donc, là, on est face malheureusement à tellement d'acteurs. Ce qu'on appelle le marché, c'est tout le monde. Et on est face à tellement d'acteurs, on est face à tellement à une force tellement importante que on peut pas. Même si demain un gouvernement voulait dire à l'échelle du marché mondial, on arrête de faire ci, on arrête de faire ça, ça serait compliqué. Si demain le gouvernement français, pour une raison X ou Y, dit nous on veut arrêter de l'or. L'or, c'est trop, ça ne nous intéresse pas, on ne trouve pas que ça soit un bon étalon, on trouve que ce n'est pas un bon contrôle de risque, nous on va faire autrement. Ça aurait un impact sur le marché de l'or, bien sûr. Mais il serait très difficilement, il s'arrêterait très difficilement, tu vois. Il y a une telle inertie sur ce marché-là que tu ne peux pas l'arrêter en une décision. De la même façon que Bitcoin, on a parlé sur une vidéo il y a quelques jours, avant-hier je crois, que si jamais demain un gouvernement ou un ensemble de gouvernements ou l'Europe ou les États-Unis ou des banques centrales se mettent à dire le Bitcoin c'est pas bien, le Bitcoin ça pollue trop, etc., ça va avoir un effet. Ils ne l'arrêteront pas parce qu'ils ne peuvent pas arrêter la blockchain. C'est pas possible. Par contre, ça aura un effet certain. Et après, tu as la psychose justement des marchés qui rentrent en ligne de compte. Et si plus de gens ont peur et plus de gens flippent, et notamment il y a beaucoup de retail sur ce marché-là, et il y a aussi beaucoup de gros institutionnels, c'est marrant, c'est le grand écart, beaucoup de retail qui eux sont susceptibles de paniquer, de faire des panic sells, et beaucoup aussi d'institutionnels qui eux sont pas trop sujets à la panique, mais sont sujets par contre à l'intérêt de leurs clients, à leur propre intérêt, à l'intérêt de la banque, etc. Et sont aussi très forts pour shorter. Donc l'un dans l'autre, même s'ils ne paniquent pas, mais que ça baisse, ils vont pouvoir manipuler ce qui va se passer avec les retail et shorter le marché et gagner de l'argent à la baisse. Donc, parfois un grain de sable, même s'il n'est pas assez important pour vraiment arrêter le marché, physiquement, encore une fois, par une théorie d'efficience A plus B, peut quand même mettre un gros caillou dans la chaussure par la manipulation de la psychologie des acteurs de marché. Je dis souvent que le marché, c'est un espèce de fluide, c'est un peu comme un corps humain. Et il y a tellement de variables que
il est très difficile de connaître les issues, sinon tout le monde serait milliardaire encore une fois. Allez tiens, on va avancer sur les questions. J'avais fait un autre screenshot, je voulais te le montrer. Pour deux choses. Un, il est évident que quand tu vois Yann Darwin qui te dit je vous conseille de faire ci, envoyez-moi un message sur WhatsApp, mettez-vous dans tel groupe privé, etc., etc. Ça n'est pas moi. Hein. Donc je trouve ça cool dans un sens parce que ça prouve que la chaîne prend tellement d'ampleur qu'on est maintenant ciblé par les bots et par les scammers et par les gens qui essaient d'arnaquer les gens. Mais par contre, attention. Je pense que tout le monde est au courant, mais je sais pas, parfois ça peut être mieux fait qu'une fois, que là. Et puis des gens peuvent se dire, ah tiens, bah oui, je vais rejoindre, je vais cliquer, je vais arriver sur un truc. Donc quand c'est vraiment moi, il y a le petit check là, le petit truc vérifié là. Tu sais, normalement c'est encadré où il y a un petit check autour de mon nom qui fait que c'est vraiment moi. Voilà. Mais quand ça a l'air trop gros, de toute façon, c'est qu'il y a un problème. Hein. Vous connaissez aujourd'hui ce qu'on fait, tu sais, les activités de Green Bull, il y a les liens sous les vidéos, etc. Il y a les liens dans les commentaires, je ne m'amuse pas à répondre à chaque commentaire, à dire appelle-moi, enfin voilà. Donc c'est rigolo, mais j'aimerais que personne ne se fasse avoir. Allez tiens, j'avais une question de Romuald. Bon, c'est mélangé, comme d'habitude, c'est Samedi Coffee. Hein. J'ai une question de Romuald, c'était sur une vidéo qui parlait des holdings. Et il dit, attention, toutefois, les holdings, c'est bien quand l'activité principale tourne bien, sinon ça rajoute des problèmes. Et Romuald, sache que je suis 100% d'accord avec toi. C'est d'ailleurs un des prérequis des holdings, et dont je parle dans la vidéo. Je fais très rapidement un petit point sur les holdings, sur les sociétés holdings, parce que je sais que ça t'intéresse sûrement. Donc, je me remets là. Une société holding, c'est quoi ? C'est une société qui est propriétaire d'autres sociétés, en partie ou en totalité. Okay, il y a plusieurs styles de holding. Il y a des holdings qui vont être... Enfin, disons qu'on peut utiliser les holdings pour plein de buts. Okay, il n'y a pas un seul but d'utilisation d'une holding. C'est comme si je te disais une pelle. Il n'y a pas un seul but d'utiliser une pelle. On peut creuser avec la pelle, c'est le truc le plus évident, mais on pourrait aussi faire une œuvre d'art, peindre, casser la gueule d'un mec. C'est la même chose avec les holdings. Un coup de pelle, ça fait mal. Les holdings, principalement, ça va servir à deux grandes catégories. Gérer le patrimoine du dirigeant de cette holding-là, dans le cas des holdings patrimoniales, ou procéder à des opérations de gestion de groupe. Je pense à des achats, des reventes, mettre du levier et créer une constellation plus grande d'entreprises. Et c'est ce qu'utilisent toutes les grandes entreprises, les multinationales, etc., etc. Soit pour faire leurs opérations courantes, de flux de trésorerie, etc. Vraiment, c'est la notion de groupe, on va en parler. Ou éventuellement sur des achats et des reventes. Donc le principe d'une holding, c'est que c'est un groupe de sociétés. On a la holding, qu'on appelle souvent la mère. Il peut y en avoir plusieurs, on va dessiner ça simple, avec une seule, et on a des sociétés en dessous, qu'on appelle des filles. Les sociétés en dessous, c'est bien souvent des SAS, des SARL, ça peut être n'importe quelle forme de société, des SA, des SCI. Okay, partons dans le principe où là, on va mettre deux SCI, une SAS. Le principe de constituer une holding, c'est que ça va nous permettre de... Alors je vais essayer de trouver le juste milieu dans mes explications, sinon la vidéo va durer 1h30. C'est de faire communiquer, de mettre un lien social, légal, entre la mère ou les mères et la fille ou les filles. Principalement, on va avoir deux grands avantages possibles. C'est d'avoir des remontées de dividendes, okay, donc de flux de trésorerie, de bénéfices dans la mère, vers la mère. Par exemple, celle-ci là, elle fait beaucoup d'argent. Donc elle fait des bénéfices, donc elle peut distribuer des dividendes, et elle décide donc de distribuer des dividendes à la mère. La mère, ça peut par exemple lui permettre d'avoir plus de trésor pour par exemple réinvestir. Tiens, je vais acheter un nouvel immeuble, là je vais créer une nouvelle SCI. Okay, donc la trésor remonte d'ici, et puis part ensuite en investissement là. C'est quand même plus cool. Donc ça c'est le premier grand intérêt des holdings. Le deuxième grand intérêt, c'est que si je rentre dans les critères d'intégration, je vais pouvoir non pas regarder mon imposition au niveau de chaque société. Là, je reprends mon exemple d'avant. Elle fait des bénéfices, elle paye ses impôts, elle fait remonter les dividendes. Elle fait souvent du déficit, parce que c'est une SCI et que quand on fait à peu près bien les choses, en tout cas en début de parcours d'une SCI, on fait en sorte qu'elle soit en déficit.
parenthèse pour les gens qui ne font pas d'immobilier, là, c'est pas parce qu'on parle de déficit comptable qu'il n'y a pas de flux de trésorerie positif. Le déficit va être impacté par tout un tas de charges, d'amortissement, etc. Mais physiquement, il peut y avoir de l'argent qui rentre dans le compte de la société. Le déficit, il est comptable et il est fiscal. Donc, tiens, celles qui sont en déficit, on va les mettre en rouge. Celle-là, par exemple, elle peut être en déficit et celle-là aussi. Okay. L'avantage donc de créer un groupe, c'est qu'au lieu de faire la comptabilité de celle-là, la compta de celle-là, la compta de celle-là, la compta de celle-là, on va toujours faire des comptas, mais on va faire ce qu'on appelle une compta consolidée et on va faire ce qu'on appelle de l'intégration fiscale. Et au lieu de dire elle paye tant d'impôts, elle n'en paye pas, elle n'en paye pas, elle n'en paye pas, on va dire combien doit payer le groupe, schématiquement. Et donc, au lieu d'être sur un taux d'IS, tu vois, à 15 ici, puis la tranche à 26,5 d'une partie, et puis là 0, 0, 0. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va déterminer une compta consolidée avec un taux d'IS consolidé. Donc schématiquement, on pourrait revenir à payer, je ne sais pas moi, 7,2 d'IS au niveau du groupe. Ça sert à quoi? Ça sert à compenser les bénéfices et les pertes. C'est-à-dire que si celle-ci est en déficit, ok, enfin, elle n'est pas en perte, elle est en déficit, et que celle-ci est en bénéfice. Par exemple, celle-là, elle fait, je sais pas moi, 100 000 euros de bénéfice. Okay. Celle-ci, elle est en déficit de 15 000. Celle-ci, elle est plus grosse, elle est en déficit de 40 000. Et celle-ci, on vient de la créer, on vient de faire un gros investissement, elle est en déficit de 45 000. 45, 50, 60, 100. Parfait. Donc là, on a 100 de bénéfice et là, on a 100 de déficit. Eh bien, par le truchement, c'est joliment dit, par le truchement de la création du groupe et de l'intégration fiscale, les déficits vont venir compenser les bénéfices. Ce qui fait que là, on va se retrouver avec zéro impôt ou quasiment, suivant comment on va monter tout ça. Voilà l'intérêt d'un groupe de sociétés. On a un troisième grand intérêt qui est les flux de refacturation et de trésorerie. C'est-à-dire que là, je garde mon exemple, on oublie la section impôt, on va l'effacer pour pas qu'on s'embrouille. Voilà. Donc, je peux créer entre mes filiales et la mère, et donc ce qui va revenir à faire entre les filiales, entre elles, des conventions. Et je peux très bien dire, je mutualise la trésorerie qui est là peut remonter là, et puis si j'en ai besoin là, je peux l'envoyer là, via un prêt par exemple, rémunéré. Ce qui va permettre de mettre celle-là peut-être un petit peu plus en déficit via le paiement des intérêts, etc., de faire remonter ici. Enfin, voilà, je vais pouvoir m'amuser avec ma trésor, mais je vais non seulement pouvoir m'amuser pas que avec ma trésor. Qu'est-ce qui m'empêche de finalement m'amuser avec des salariés, de facturer du temps de travail? Ce qu'on fait souvent, c'est que dans les grands groupes, on va mettre certaines fonctions support au niveau de la holding. Je pense à la comptabilité, je pense au RH. Et en bas, on va garder les fonctions opérationnelles. C'est-à-dire que par exemple, là, admettons que cette SAS, c'est un resto. Là, on a tout ce qui est fonction opérationnelle, le chef, les secondes cuisines, tous les serveurs, éventuellement un manager, etc., etc. Et puis ici, dans la holding, on aurait RH qui s'occupe du recrutement administratif, compta, on aurait éventuellement secrétaire, etc. Le resto, profitant de ces services, va payer, va être facturé par la holding et va payer une facture ici, plutôt que de le payer extérieurement à un cabinet comptable, par exemple. Donc, il ne faut pas que ça soit déguisé, il faut que ça soit réaliste, etc. Il y a des chiers de normes comptables, mais toujours est-il qu'au lieu d'envoyer des factures à l'extérieur et de la trésorerie à l'extérieur et du pouvoir d'achat à l'extérieur, finalement, on va rester dans le groupe et on va payer à la holding le service. Ce qui va permettre de créer du déficit en plus dans la SAS, donc on est content, de faire rentrer du chiffre dans la holding, donc on est content, on va avoir de la trésorerie supplémentaire qu'on va pouvoir réinjecter un petit peu partout. Okay, donc ça, voilà, ça c'est le point, en gros, global, comment fonctionne une holding. Si maintenant tu veux aller plus loin, au bout d'un moment, il faudra venir en formation, et notamment dans l'académie ou dans EPI, qui sont nos formations phares autour de l'immobilier, et dans lequel on parle énormément de ces montages avancés, parce qu'ils servent beaucoup dans l'immobilier, et tu l'as vu dans mon exemple. Donc maintenant qu'on a compris globalement comment ça fonctionnait, et on avait la question, d'où ça part tout ça? Ça part de la question de Romuald, qui nous dit « Attention, les holdings c'est bien quand l'activité principale tourne bien, sinon ça rajoute des problèmes. » Et en effet, 100% d'accord, la condition sine qua non de commencer à faire ce bordel, c'est qu'il y ait au moins une
des activités. Là, dans mon cas, par exemple, le resto, mais ça pourrait être une société de marchand de biens, ça pourrait être une DSCI qui est là, qui existe depuis 20 ans, ça pourrait être peu importe, hein, qui est au moins une des activités qui fonctionne bien, qui crache du cash, qui soit bien positive, qui fasse de l'argent, qui soit stable, qui ait de la trésor, qui fasse du bénéfice. Parce que c'est ça le but, le grand but d'avoir un groupe de sociétés. C'est de leur permettre de devenir frères et sœurs finalement. Hein. Fille et mère, tu vois, c'est rigolo, hein, c'est ça, c'est de devenir frères et sœurs au sein d'un groupe, d'optimiser tout ça au niveau fiscal, au niveau des flux de trésorerie et aussi au niveau des moyens. Puisque tu imagines bien qu'un groupe de sociétés solide, à condition d'être solide, il a une capacité d'emprunt qui est importante. Parce que quand tu vas aller voir la banque avec ta holding et tu vas dire voilà, moi j'ai 8 sociétés, elles tournent, etc., ma compta consolidée, c'est ça, et je voudrais en acheter une nouvelle. Tu vois, par exemple, tiens, je voudrais racheter un concurrent, tiens, un autre resto là. Là, il y a une SAS, boum, et dans cette SAS, il y a plusieurs restos, tu vois. Je veux vraiment, je suis en mode, je vais conquérir le monde. Bah, ça va être beaucoup plus simple d'aller voir la banque, d'aller emprunter pour acquérir ça si je suis un petit peu plus gros, un petit peu plus structuré, et c'est notamment ce qui se passe dans ces groupes de sociétés. Donc voilà, comme ça nous a permis de faire un petit tour du côté des holdings. Mais oui, le prérequis, c'est qu'il y en ait une qui tourne bien. Et souvent, les gens qui font de l'immobilier veulent faire des holdings parce qu'ils ont vu sur les chaînes magiques YouTube devient millionnaire avec les holdings en 4 heures, qu'il fallait faire une holding, ou qu'il fallait faire une SCI, ou qu'il fallait. On peut, tout à fait, mais il y a des prérequis. Et pour quelqu'un qui ferait que de l'immobilier, il faut commencer à être un petit peu costaud, ou éventuellement avec une activité de marchand de biens ou une activité d'agence IMO, ça fait du sens. Mais ça fait plus de sens, en tout cas quand on débute, pour des gens qui sont déjà chefs d'entreprise dans un truc qui a complètement rien à voir. Mais comme d'habitude, il n'y a pas de grandes règles, il n'y a pas de vérité vraie, ça dépend de la situation de chacun. C'est comme si tu me dis la fiscalité, comment ça marche, bah, ça dépend de la situation de chacun. C'est la même chose. Prends le temps, bois un petit café. Ah oui, oula. Je regarde la question d'après. Je vais encore parler beaucoup sur cette question. Alors, Mr. Beast to Fly. Mr. Beast to Fly. Je ne sais plus sur quelle vidéo on est, mais c'est pas grave. Tu as montré l'importance d'avoir des actions à dividendes, je pense que c'était la vidéo des dividendes, à long terme pour profiter d'une augmentation de dividende yield, mais dans ces cas-là, faut-il commencer par une stratégie de type dividende le plus tôt possible ou est-il préférable de commencer par une portefeuille type accumulating et lorsque le capital est jugé suffisant, changer de stratégie et basculer vers les dividendes? Ou bien tout simplement rester sur une stratégie accumulating tout le temps, blablabla. Blablabla. Beaucoup sur Internet parlent de dividendes, mais très peu sur les stratégies de réinvestissement automatique des dividendes. Alors, Mr. Beast to Fly, tu prêches un convaincu, et le problème en effet c'est que beaucoup sur Internet parlent de beaucoup de choses, et notamment des dividendes, avec des stratégies où c'est magique, prenez 100 € et dans 32 ans vous serez millionnaire, ou dans 14 ans et demi, réinvestissez vos dividendes, investissez sur tel ETF et gagnez un SMIC, blablabla. Le problème c'est que c'est vrai, mathématiquement, c'est possible, mais sur le terrain c'est autre chose qui se passe. Je vais tenter de t'expliquer, de faire le point autour de tout ça. Première chose à comprendre, et c'est ce que ça m'a inspiré, d'ailleurs je vais te trouver le screenshot, quand j'ai vu ta question, je suis allé trouver le screenshot qui va bien, il est là. Première chose à comprendre, c'est qu'en effet, alors j'ai pris le S&P 500 parce qu'il y a de la data, hein, mais ça pourrait être n'importe quoi. Donc là c'est 100 $ investis sur le S&P 500 depuis 1980, en réinvestissant les dividendes ou pas. Donc si je ne les réinvestis pas, j'ai quasiment 2000 $ en 2019. Et si je les réinvestis, j'ai plus de 5000 $ en 2019. Pourquoi ? Parce que intérêt composé, parce que stratégie, on les connaît, hein, je ne vais pas trop faire le truc. Hein. Je réinvestis, et plus je réinvestis, plus je fais d'intérêt, plus je compose, etc. Donc la première chose à comprendre, c'est que stratégie de dividende ou pas stratégie de dividende, pour l'investisseur là, un peu jeune, dynamique, toi, moi, team rentable, il est extrêmement important de réinvestir les dividendes. Parce que la courbe pas réinvestie, elle est là, la courbe réinvestie, elle est là globalement. Et plus le temps passe, plus la courbe avec dividendes réinvestis va tendre à s'écarter de l'autre. Donc on comprend très bien que déjà, si on ne réinvestit pas les dividendes, il y a vraiment un truc qu'on n'a pas compris. Mais, comme d'habitude, le monde n'est pas noir ou blanc, et notamment dans l'investissement et la finance, ça ne vaut pas pour tout le monde. Ça vaut pour quelqu'un qui a une stratégie, on va dire, de grosse, hein, donc de faire grossir son patrimoine, de faire gonfler son patrimoine,
qui n'est pas en mode je veux une rente. Hein, la vraie différence, là, hein, c'est stratégie de growth versus stratégie de rente. Stratégie de growth, je pense que c'est la plupart des gens sur cette chaîne. Plutôt jeunes, plutôt profil dynamique, risqué, voire même aventureux. Qui veut faire de l'argent tout simplement, qui veut faire grossir son capital, qui pense oui à la retraite, qui pense oui à son futur, qui peut-être a un projet de maison, de boîte, de X, Y, de partir, de faire un tour du monde. Mais globalement, on va plutôt chercher du capital. Les stratégies de rente, ça va être une autre typologie de personnes, mais il y en a peut-être sur cette chaîne, je sais qu'il y en a, donc je vais faire un petit point parce qu'on n'en parle jamais. Donc parlons un peu des stratégies de rente. Stratégie de rente, typiquement, ce serait quelqu'un qui aurait 55 ans et qui se dirait, tiens, moi, je suis à la retraite dans 10 ans. Je ne sais pas combien c'est, hein. En ce moment, ça change tout le temps, mais on va partir là-dessus. Et dans 10 ans, je sais que, tiens, aujourd'hui, je gagne, partons de quelqu'un qui gagne plutôt bien sa vie en fin de carrière en général. Pareil, je vais prendre des gros. Je ne sais pas si tu vas le trouver gros ou petit, hein, ça porte toujours à. Toujours, de toute façon, des gens qui vont me le reprocher dans un sens ou dans un autre, mais on va prendre des trucs ronds et faciles pour faire des calculs. Donc, tu as 55 ans, tu gagnes 5 000 €, et puis quand tu auras 65 ans, tu sais que tu vas être à la retraite, et puis tu sais que quand tu vas être à la retraite, tu vas avoir une perte de revenus, parce que le système est fait comme ça, il y aura un calcul, et donc tu vas perdre des revenus. Donc peut-être que, je ne sais pas, partons du principe que tu ne seras plus qu'à 3 500 de retraite. Donc là, tu as une perte sèche, quand même un petit peu dégueulasse, 2 500 balles tous les mois. Donc tu te dis, tiens, si avec mes investissements, j'étais dans une stratégie plutôt de rente, donc peut-être avec les dividendes, ou avec plein d'autres choses, je pourrais compenser cette perte. Ça, c'est ce qu'on fait en gestion de patrimoine, gestion de fortune, et c'est tout à fait valide, c'est tout à fait correct. Ce qu'on dit aussi en gestion de patrimoine, c'est que quand on est à la retraite, on n'aura pas besoin de 100% de ses revenus. On considère qu'on n'a besoin que de 80%. Pourquoi? Parce qu'on considère qu'il y a moins de déplacements professionnels, donc du coup il y a moins d'essence, il y a moins de réparation, on considère qu'il y a plus de temps libre, on considère que XXX, ce qui fait qu'on considère en général qu'on a besoin de 80%. Moi, j'aime pas trop penser comme ça, parce que moi, perso, retraite ou pas retraite, j'aime pas trop quand mon niveau de vie diminue. Donc on va pas faire nos calculs avec 80, on va les faire avec 100. Donc là, ce qu'on a besoin de faire, c'est compenser 1 500 € de perte de revenus pour revenir à 5 000. Tu feras tes calculs avec les autres chiffres si tu as envie. Et pour assurer à cette personne-là, 10 ans avant, qu'à la retraite, elle aura le même revenu. C'est quand même cool. Là, c'est pas du tout la même stratégie, mais c'est aussi une stratégie qui s'entend vachement bien. Donc c'est intéressant de la connaître, même si tu es jeune, pour plus tard. Donc on doit compenser 1 500. Maintenant qu'on sait qu'on doit compenser 1 500, c'est génial, c'est facile. On va s'intéresser maintenant peut-être à le mettre de façon annuelle. Donc on doit compenser 1 500 x 12, 18 000. Donc on doit faire 18 000 € annuels en plus pour ne pas perdre de niveau de vie. Maintenant, ce qu'on connaît, ce qu'on a besoin de faire, il faut qu'on se donne un objectif. Tu sais, je te parle souvent Y égale à X. Là, il faut qu'on détermine notre X, ce qui va nous permettre de déterminer notre A. Le Y, on le sait. Le Y, c'est 1 500. Donc le Y, c'est le revenu. C'est 1 500 ou 18 000 par an. Donc ça, on le connaît. Le A, c'est ce qu'on va chercher. Et le X, il faut bien qu'on parte d'un principe d'un X, quoi. Moi, j'ai l'habitude de dire que viser 10% de rendement, c'est pas du tout déconnant. Et parfois, je vois des gens dans les commentaires qui me disent où trouver 10% de rendement. Franchement, aujourd'hui, partout. Aujourd'hui, tu me dis, je sais pas trouver où trouver 10% de rendement, il y a un problème, quoi. Continue à regarder cette chaîne. Parce que immobilier, tu trouves du 10%, pas partout. Là, pour le coup, c'est un petit peu compliqué, mais tu le trouves. Et surtout, si on regarde pas que le rendement immédiat, mais qu'on regarde l'IRR, et donc qu'on inclut la revente du bien immobilier, et donc toute la vie d'exploitation du bien immobilier en mode team rentable, et ce qu'on apprend à faire, on trouve du 10%, je suis désolé, on trouve même plus. On voit dans la communauté, il y a beaucoup de gens qui font plus. C'est sûr que si tu achètes du Pinel, tu ne vas pas trouver du 10%. Si tu achètes bonjour, je rentre dans une agence immobilière, oui, tu ne vas pas trouver du 10%. Mais alors, partout en bourse, on en trouve du 10%. Retour moyen du S&P 500 sur les 80 dernières années, on est à quasiment 10%, on doit être à 9,8. Si on réinvestit les dividendes, on passe au-dessus de 10%. Tiens, là, j'ai un calculateur. Tiens, regarde, c'est pas compliqué. De juin, attends, j'ai pas branché le truc, je peux pas te partager l'écran, mais je vais le faire quand même. De janvier 2010 à janvier 2020. Calculé. Voilà. Retour total du S&P 500, 191%. Donc, voilà.
Annualisé 11,30. Et si je réinvestis les dividendes, on est à 255, annualisé 13,53. Donc du 10%, on en trouve. Aujourd'hui, les cryptos, on fera... Je sais qu'il y a besoin de cette vidéo, elle arrive sur la chaîne. Aujourd'hui, on peut stacker de plein de façons ces cryptos et on trouve des taux d'intérêt à 8, 10, 12, 15, 30, 40% carrément. Bon, les plus hauts, attention, il y a plein de dangers autour de ça, donc on en parlera. Mais par contre, de façon sécuritaire, on trouve aux alentours de 10% aujourd'hui avec les cryptos. Donc voilà, il y a plein de façons d'avoir 10%. Mais là, ce qu'on va faire dans mon calcul, je reprends mon calcul, on ne va pas partir sur 10 parce qu'on se dit qu'on parle à quelqu'un qui arrive à la retraite, etc. Donc c'est trop. C'est trop parce que oui, forcément, si je vais chercher plus de rendement, je vais aussi chercher plus de risques. Et ça, on ne peut pas le nier. Donc on se dit que 10% c'est peut-être un peu trop. On va partir que cette personne-là, elle va aller viser, allez, je sais pas moi, qu'est-ce qu'on fait 7 ? Allez, 7. 7, c'est quand même plus sécuritaire. Alors, tu pourras le faire encore une fois avec autre chose, avec les chiffres que tu veux. Donc, maintenant qu'on a notre X, bah, on peut trouver le A. Donc pour trouver le A, c'est très simple, on va prendre 18 000, puis on va regarder ce qui se passe avec ça. Donc on va diviser 18 000 par 7 fois 100, et on va voir ce que ça donne. 18 000 divisé par 7 fois 100. Ok, ça me donne 257 142 €. Bah, ça, c'est moi. Donc il faut que je fasse en sorte... J'ai encore 10 ans, parce que là, je te rappelle que j'ai 55 ans quand je fais ces calculs-là. Bon, je gagne 5 000 € par mois. Donc, théoriquement, c'est déjà OK pour moi. Hein, puisque forcément, tous les calculs qu'on fait, ils vont avec la vie de la personne. Si la personne avait gagné moins là, elle aurait eu besoin de moins là, donc il y aurait eu besoin de moins là, etc., etc. Encore une fois, à toi de le faire avec tes chiffres. Donc là, on a besoin, dans l'exemple cité, de 257 142 €. Ce qui est beaucoup d'argent, mais quand tu as 55 ans et que tu gagnes 5 000 € par mois, et si possible depuis un moment, bah, c'est pas non plus fou. Et à ce moment-là, à 7% de rendement, quand tu auras 65 ans, grâce à ces 257 142, tu arriveras à tes 18 000 dont tu as besoin. Maintenant, on peut aller un tout petit peu plus loin sur le calcul, puisque sinon je sais qu'on va me le reprocher. Là, on parle de 10 ans, donc on va faire rentrer l'impact de l'inflation. Sinon, on va me dire « Ah ouais, mais Yann, tu ne tiens pas compte de l'inflation ». Tenons compte de l'inflation, les amis, aucun problème avec ça. Je reprends la calculette. Allez, c'est quoi l'inflation moyenne en ce moment? C'est moins de 2%. Hein. Je vais prendre 2%, enfin, là on est très très loin de 2%, mais je vais prendre 2% parce que dans les 10 prochaines années, on peut s'accorder à dire que ça risque plus de monter que de continuer à baisser. On peut s'accorder à dire qu'il y aura peut-être un pic d'inflation, mais globalement, le rôle des banques centrales, c'est de la maintenir. Donc on peut prendre 2, on peut même prendre 3, allez, prenons 3, tiens. On se dit, c'est quoi le risque de inflation moyenne des 10 prochaines années? Allez, c'est 3%, allons-y. Tu peux prendre 4, tu peux prendre 8, de toute façon, les calculs, tu prends avec ce que tu veux. Donc, pour faire rentrer l'impact de l'inflation, maintenant, ce qu'on va faire, c'est que donc, on va rendre ça sous forme de pourcentage, donc 1,03. Pardon, 1,03, pas pour cent. Okay, donc là, on a juste mis le 3% sous forme de pourcentage. Donc 1,03. Et ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre, pour composer ce pourcentage-là, on va mettre le nombre d'années. Donc là, on parle de 10 ans, hein, de 55 à 65 ans. Donc 1,03 puissance 10, ça va nous donner le multiplicateur dont on a besoin. Donc tac, 1,03 puissance 10, ça fait 1,30, j'arrondis, hein, 1,34. Okay, donc maintenant, il nous suffit de multiplier notre somme, là, 257 142 par 1,34. Et là, ça nous dit qu'avec l'inflation, il nous faudra 344 570. Pour être sûr et certain, quoi qu'il arrive, d'avoir les fameux 1 500 € qui du coup seront plus que 1 500 €, hein, puisque là, on a plus de A. Donc facialement, 1 500 €, bah, ça sera plus. Hein. Ça sera facialement, bah, je vais te dire combien ça sera. Hein. Ça sera 1,34 fois 1500. Donc en vrai, ça sera 2000. Ça sera 2010 pour être précis. Mais ces 2010 de l'époque future, dans notre scénario-là, du fait de l'inflation, vaudront 1500 d'aujourd'hui, en pouvoir d'achat continu. Voilà le genre de calcul qu'on fait pour des stratégies plutôt de rente. Et à partir de là, bah, voilà, je connais ce dont j'ai besoin. Alors on peut le faire encore plus conservateur, et c'est notamment ce qu'on fait avec les gros patrimoines. Là j'ai été très agressif. Hein. Je sais que si un CGP regarde cette vidéo, ou un banquier privé ou un gestionnaire de fortune, il va me dire Yann, 7% c'est trop. Eh bien allons-y. On peut faire le calcul ici si on veut, avec des obligations, avec du super sûr, avec un portefeuille très très conservateur. On peut faire les calculs ici à 3 à 4% si on a envie. Et bah forcément, ça demandera beaucoup plus de capital, mais étant donné que
Ce qu'on fait généralement, hein, c'est que plus on a de richesse, plus on a de patrimoine et plus on est conservateur sur le taux, et puis moins on en a et plus on se doit d'être agressif. Donc là, dans mon exemple, pareil, hein, si on veut le refaire, on le fera avec 3 ou 4%, on aura besoin de plus d'argent, on aura peut-être besoin d'1 million à ce moment-là, mais on maintiendra toujours notre niveau de vie, on maintiendra bien sûr notre capital, puisqu'il sera investi, il sera toujours là en cas de problème, et puis voilà, tout simplement. Donc ça, c'est des stratégies de rente qui sont tout à fait valables, mais est-ce qu'elles s'adressent à nous? Parce que c'est ça au début la question. Est-ce qu'elle s'adresse à nous, plutôt jeunes, plutôt chefs d'entreprise, parfois sans enfants? Il y a des gens qui ont 18 ans qui regardent cette chaîne, il y a d'autres gens qui ont 30 ans, qui ont faim, qui sont chauds. Je ne pense pas. Je ne pense pas que nous, on est la cible rente. Donc, ce que je dis, c'est que le truc magique d'Internet de dire les dividendes c'est génial, etc., c'est faux. Les dividendes, et on l'a vu dans la vidéo sur les dividendes, je la remets là si tu veux, si tu ne l'as pas vu, tu iras la voir. Les dividendes, ça n'est ni plus ni moins qu'une prise de profit forcée à une date forcée. Tu n'as pas le choix, les profits sortent. Mais charge à toi de réinvestir ces profits. Si tu ne les réinvestis pas, tu es en train de faire une stratégie de rente, enfin tu es en train de, malgré toi, faire comme une stratégie de rente, mais alors que ta stratégie, c'est du gros. Ça ne fonctionne pas. On a vu que si tu ne les réinvestis pas, la courbe, tu vas perdre tout ce que tu pourrais gagner d'écart de courbe. Donc, et puis, c'est quand même significatif. Et ça s'écarte avec le temps. Donc ça ne fonctionne pas non plus. Donc prendre des dividendes, avoir des dividendes, c'est super ok. En plus, les boîtes qui en donnent, et celles qu'on va sélectionner quand on est un petit peu conservateur et qu'on fait un portefeuille un peu solide, c'est des boîtes solides, donc ça prouve aussi la valeur, la solidité de la boîte. Donc il est ok de toucher des dividendes, par contre il faut à tout prix les réinvestir. Et via les stratégies d'ETF dont on a parlé, puis je te remets la vidéo aussi ici sur les ETF, il y a des ETF qui permettent de réinvestir automatiquement les dividendes, qui sont accumulating, et qui, j'ai rien besoin de faire. Donc en plus, je ne me tape pas d'impôt, parce que c'est l'ETF qui tout de suite réinvestit, donc j'ai pas de sortie, j'ai pas de profit forcé. Mais on ne peut pas dire que les ETF c'est magique, on ne peut pas dire que les dividendes c'est le mieux, ou que les boîtes grosses qui ne donnent pas de dividendes, elles sont mieux. Non, il faut juste connaître les règles du jeu et puis s'adapter. Et puis si au milieu, tu as des dividendes parce que tu as une boîte, tu veux l'avoir en portefeuille et elle donne des dividendes et finalement ça ne va pas avec ta stratégie, mais c'est pas grave, tu les prends, tu les réinvestis. Il y aura des frottements fiscaux peut-être sur certains montages. Et alors, tu vois, je vois souvent là des gens et je les reconnais, hein, je les sens, les CGP. Les CGP dans les commentaires, ouais Yann, le PEA, tu dis des conneries, l'assurance vie, tu connais rien. En fait, j'ai pas envie du tout d'être ta nounou, quoi. C'est-à-dire que c'est à toi de faire ça. Tu vois, je le fais assez en formation, par l'aspect de fiscalité tout le temps. La fiscalité de l'assurance vie, c'est une merde pas possible. Le PEA, c'est quand même beaucoup plus simple. Mais je ne peux pas faire le cas particulier de chaque personne à chaque fois en vidéo. En disant, voilà, là, cette action-là, si vous l'achetez sur un compte titre, ça se passe comme ça. Si vous l'achetez sur un PEA, ça se passe comme ça. Si vous l'achetez sur une assurance vie que vous avez ouvert avant 2002, ça se passe comme ça. Puis avant 2016, 2002, enfin non, c'est pas possible. Donc, charge à vous de faire vos devoirs aussi, les gars et les filles, et de faire le point là-dessus. Mais par contre, ne tombez pas dans le truc très français de ne pas vouloir payer d'impôts pour pas payer d'impôts. Ça, c'est un truc qui est français, franco-français. Parfois, je parle de tout ce que je parle d'habitude, d'immobilier, etc. Je parle avec des investisseurs et je parle aussi avec des débutants. Et la question numéro 1, c'est toujours, ça va être combien les impôts? Et comment je peux les éviter? Et voire même chez plein de personnes, peut-être plutôt les débutants, ah ouais, mais non, mais s'il faut payer des impôts, je préfère pas le faire. What the fuck? C'est pas compliqué, hein. Si tu gagnes plus que les impôts, tu t'enrichis quand même à la fin, tu vois. Fais rentrer l'inflation en ligne de compte si tu as envie. Coucou les CGP aussi, hein, mais Yann, t'as pas pris l'inflation. D'accord, fais le vrai calcul jusqu'au bout, mais le frottement fiscal, même quand il est là, il est là, c'est tout. Et ne tombez pas, c'est ce que je voulais dire, dans l'over mentalisation paralysante de se dire « Ah oui, mais là, attends, oh là là ». Parce que, à vouloir optimiser, je prends quelqu'un qui débute, comme je vois tous les jours, avec 1500 € à mettre en bourse, de vouloir me mentaliser la différence qui va se passer entre un compte titre et un PEA, où d'un côté, je vais payer 42 € d'impôt à la fin de l'année. Enfin, merde, quoi. Déjà, si tu ne vends pas, si tu ne réalises pas tes plus-values, tu vas payer 0. Donc si tu es en train de me faire un portefeuille long terme, tu débutes en bourse, tu n'as que 1500 balles, tu ne vas pas réaliser de plus-value, tu vas éventuellement prendre 2 dividendes avec 1500 € sur lesquels tu vas payer combien? 9 € d'impôt? Enfin, stop. C'est très bien de le faire pour se former à le faire. Je ne dis pas qu'il ne faut pas avoir de PEA, je ne dis pas qu'il ne faut pas avoir d'assurance vie.
Moi, ce que je dis justement, c'est le contraire, c'est qu'il vaut mieux avoir tout, mais il faut être aussi réaliste. Tu me dis, j'ai 50 000 € à mettre en bourse, je te dis d'accord, optimise. Fais-toi un PEA d'un côté, fais-toi un compte titre de l'autre. Ce que tu ne peux pas acheter avec le PEA, tu achètes avec le compte titre, parce que qu'on le veuille ou non, que vous le vouliez ou non, un PEA, c'est putain de limité sur les produits. Enfin moi, je vois mon portefeuille, mon compte titre pour le coup, quand j'ai pas de PEA, mon compte titre pour le coup, je vois ce que j'ai à l'intérieur. Enfin, quasiment toutes mes lignes ne sont pas éligibles au PEA. Donc, je comprends, faites un PEA si vous avez envie, mais le mieux est d'avoir les deux. Et puis quand tu débutes 1500 €, commence par le PEA si tu veux. Je dis pas qu'il faut commencer par le compte titre. Ce que je dis, c'est que te prends pas non plus la tête à mentaliser les impôts pendant 2 plombes. D'ailleurs, j'en parlais avec une amie pas plus tard que ce matin sur WhatsApp et je me suis amusé à faire une recherche toute bête sur Google parce que je pensais que, enfin, je te donne l'information comme elle est sur mon téléphone. J'ai tapé nombre de personnes non imposables en France. Alors, on a les chiffres de 2017. En 2017, la France compte 37,9 millions de foyers fiscaux, 16,6 imposables, soit 43% du total, et 21,4 non imposables. Et ça m'a trouvé le cul en fait. Ça veut dire qu'en France, seulement 43% des foyers fiscaux sont imposables. Ça veut dire qu'en mon cerveau ne fonctionne plus. 57%, 57% des foyers fiscaux ne sont pas imposables. Voilà, ça m'a trouvé le cul. Je ne porte pas de jugement là-dessus, c'est juste que ça m'a fait halluciner. Je pensais que c'était moins que ça en fait. Voilà. Vous en conclurez ce que vous voulez. On passe à la question suivante. Je bois un coup de café avant que ça soit trop froid. Ah oui, tiens, ça c'était intéressant. Monsieur le technochat. Je suis pas tout à fait d'accord à 9,33. Effectivement, il faut éviter de dépenser des sommes dans un nouveau téléphone. Ah oui, c'est la vidéo où je parle de la règle des 10%, où je dis chaque euro que tu économises, avec la règle des 10%, qui consiste tout simplement à investir cet euro-là à 10%, donc sur n'importe quel support qui te rapporte à peu près 10%, que ce soit brut ou net, on s'en fout, hein, c'est la règle des 10%, c'est comme ça, après tu fais ton calcul si tu as envie, encore une fois, coucou. Voilà, tu économises 100 balles, règle des 10%, c'est 10 balles tous les ans, gratuit, qui tombent, rendement 10% pendant X années. Donc si au lieu d'acheter un téléphone à 1000 €, c'était l'exemple que je prenais, le dernier iPhone à 1000 €, tu l'achètes pas et tu investis cet argent, c'est 100 € par an gratuit, argent gratuit toute ta vie potentiellement. Ah oui mais Yann, t'as pas pris l'inflation, ta gueule. Donc cette règle des 10%, voilà, donc j'étais un petit peu, c'est la vidéo, voilà, je disais, voilà, soyez, serrez-vous la ceinture, surtout si vous êtes en début de parcours, etc. Donc là, on a quelqu'un qui n'est pas d'accord, qui nous dit, en gros, moi, je préfère, voilà, je disais, achète plutôt un téléphone à 50 €, ça fait pareil que ça téléphone. Et lui, il dit, moi, non, je préfère acheter un téléphone moyen, du coup, à 200, 300 et pas à 50 sur un site chinois, et je pense avoir bien choisi, je pense le garder plusieurs années, etc., etc. Donc, en gros, voilà, il argumente. Alors, je n'ai pas sélectionné ce commentaire parce que je ne suis pas d'accord avec. Je n'ai pas sélectionné ce commentaire parce que j'ai grand-chose à dire. J'ai sélectionné ce commentaire juste parce qu'il met en avant un souci encore actuel, quoi. C'est-à-dire que... Attends, je cherche mon stylo, là. C'est-à-dire que ce que tu es en train de me dire, c'est que tu ne préfères pas acheter un téléphone à 50, toi, tu préfères mettre 200, 300, et puis comme ça, tu pourras le garder plusieurs années. Alors je comprends, mais moi ce qui m'amuse juste, c'est que avec 50 €, par rapport à ton exemple 200, moi je peux en acheter 4. Donc il peut tomber en panne un sacré nombre de fois. Et puis si je prends 300, je peux en acheter 6 à 50 €. Donc ça m'avait juste fait sourire, tu vois, le manque de réflexe de se dire, de comparer deux choses qui ne fonctionnent pas en fait. Ouais, ok, tu peux en acheter un à 200, 300, il tombera moins en panne qu'un à 50. Alors, c'est même pas sûr, déjà, parce que moi, pour avoir tout le temps les derniers iPhones, pour deux raisons, parce que, un, c'est un outil de travail, et parce que, deux, c'est de la dépense professionnelle en plus, je peux te dire que ça tombe en panne pareil, mais bon, bref. Quand bien même, statistiquement, ça fait pas de sens. Donc voilà, ça m'avait juste amusé de voir que c'est toujours le même manque de culture financière finalement. J'avais une deuxième question qui m'avait amusé comme ça, c'était celle-ci. Pareil sur une vidéo où je parlais de ce genre de choses.
Juste un point, dans tous les conseils que tu donnes, ils sont judicieux, rien à dire là-dessus, mais l'argent sert aussi à se faire plaisir. C'est une notion que tu zappes trop souvent. Donc, oui à la belle voiture si tu peux, oui à la belle montre, oui à la villa, oui au resto, oui au Uber Eats, tout en étant intelligent en fonction de ses moyens, l'argent part et revient, le temps jamais. Alors ça m'a fait rire pour deux raisons. Déjà, le commentaire juste en dessous, j'adore ta façon de voir et penser, mais derrière toi, je vois une jolie enceinte très chère. Alors en effet, déjà, première chose, ça m'a fait rire parce que tu as un commentaire qui dit il faut se faire plaisir, un autre commentaire qui dit bah, tu as une enceinte Devialet derrière toi à 2500 balles. Donc voilà. Donc mon point n'est pas de se dire Thomas, on ne doit pas se faire plaisir. Et la preuve, j'ai une enceinte à 2500 balles derrière moi. La preuve, j'adore les montres. La preuve, j'ai une voiture cool, deux voitures cool même. Et tout va bien pour moi. Mon point est de dire quand tu veux faire le chemin de t'élever patrimonialement, de faire du patrimoine, de rentrer de l'argent, de faire du bif, ben, y a des prérequis. Et les prérequis, c'est que c'est pas magique, et c'est que tu ne seras pas millionnaire du jour au lendemain, et c'est que ça va te demander de serrer la ceinture, ça va te demander des sacrifices. C'est juste ça. Tu vois, si il y a un truc dont on doit se rappeler, c'est ça. Hein. Enfin, les gars, c'est pas magique. Hein. Moi, ce que j'ai aujourd'hui, je te garantis que je l'ai payé. Je l'ai payé un sacré nombre de fois. Je l'ai payé en travail, je l'ai payé en peur, je l'ai payé en plantage, je l'ai payé en recommençant à zéro, je l'ai payé en aller-retour, je l'ai payé en espérance de vie, peut-être. Ça demande des sacrifices. Personne ne devient riche du jour au lendemain. Les succès overnight, disent les Américains, ça n'existe pas en fait. Tout le monde se rend compte overnight, du jour au lendemain, du succès de quelqu'un en disant « Waouh, t'as vu ça ?» Énorme. Alors que cette personne-là, c'est la seule à connaître ce qu'elle a fait depuis 10 ans, depuis 20 ans pour arriver où elle en est. Et cette notion de sacrifice, elle est obligatoire. Donc, bien sûr qu'il faut se faire plaisir. T'inquiète pas, je pars en vacances, je dépense de l'argent, j'achète des voitures, j'achète des montres. Quand j'ai envie d'un truc, t'inquiète pas que je me le paye sans aucun problème. Mais c'est juste que je suis passé par là, je sais ce qui se passe. Je sais comment y arriver. Et sur cette chaîne, mon combat, c'est d'expliquer ça, la vulgarisation scientifique, comment faire les bons choix. Donc c'est ce que je fais transparaître. Et c'est tout simplement quand je te donne des ratios, les 1%, la voiture, les 2%, etc., c'est des trucs que je m'applique encore aujourd'hui. Et quand justement, malgré ces ratios, malgré de prendre des bonnes décisions patrimoniales et financières, tu arrives à avoir des trucs cool, à avoir une belle vie et que ça continue à grossir, c'est exactement comme ça qu'on s'enrichit en fait. C'est de prendre des bonnes décisions tout le temps et de continuer à grossir. Et c'est exactement l'inverse de ce que font tout le monde. Parce qu'au départ, on est forcément frustré. Et moi le premier. On est frustré avec l'argent parce qu'on n'en a pas. Ou parce qu'on a vécu des trucs dans notre enfance, ou parce qu'à un moment, il y a eu un manque quelque part d'argent. Ou il y a eu une envie de plus gros. Tu vois, on est quand même sur une frustration. Et cette frustration fait que la plupart des gens, dès qu'ils commencent à en avoir un tout petit peu, on l'a vu dans la vidéo sur les niveaux de richesse, commencent à craquer. Et quand je vois des mecs placardés, Gucci, banane en travers, Vuitton dans tous les sens, qui ont 10 000 balles de fringues sur eux et 40 000 de montres, alors que si je regarde leur compte en banque ou leur patrimoine, c'est pot de zob, ça ne fonctionne pas. Ça s'appelle paraître, ça s'appelle être un faux riche, ça s'appelle être un petit riche, ça s'appelle faire du show-off, et c'est pas comme ça. Et je sais que c'est aussi maintenant mis vachement en exergue parce que maintenant, la communication de beaucoup de gens, c'est « Regarde, j'ai réussi, à quel point j'ai réussi, ma vie elle est trop cool. Regarde ma villa, mais les cocotiers. Regarde ma voiture qui fait des flammes. Et je suis trop heureux grâce à tout ça. » Déjà, c'est pas vrai, c'est pas ça qui rend heureux. Tu peux être heureux avec ou sans. Mais c'est pas parce que tu l'as que t'es un connard aussi. Hein. Coucou. Et surtout, ils vont centrer en fait leur réussite là-dessus et vendre ça aux gens. Ce qui fait qu'en gros, maintenant, on assimile si j'ai réussi, c'est que j'ai une belle voiture, et limite même, j'ai une belle voiture, donc j'ai réussi, tu vois, limite ça s'inverse. Alors qu'on sait très bien en plus que la plupart, c'est des trucs de location, ou alors ils ont mis toute leur vie dans leur voiture et c'est 30%, 40%, 60% de leur patrimoine, c'est complètement débile. Donc tu ne peux pas expliquer ça aux gens, honnêtement. Donc il y a un vrai problème, tu vois. Et donc du coup, beaucoup de gens qui ont cette frustration d'un côté, qui voient ça, puis le paraître, les réseaux sociaux, etc., cherchent à faire pareil. Et c'est exactement ce qu'il ne faut pas faire. C'est tout l'inverse qu'il faut faire. Je dis souvent, c'est pas moi qui l'ai inventé, c'est les frites McCain.
Tu te rappelles les frites McCain, là, quand on était gamin, les pubs à la télé, c'est ceux qui en parlent le moins qui en mangent le plus. Ben, c'est pareil avec l'argent, c'est pareil avec le patrimoine. C'est ceux qui en parlent le moins qui en mangent le plus, c'est ceux qui en montent le moins qui en mangent le plus. Pourquoi tu crois que Mark Zuckerberg il est toujours dégueulasse avec son t-shirt bleu Pourquoi tu crois que Bill Gates il a une ceinture à 2 balles? Parce que, bon là je pars dans l'extrême, hein, mais parce que t'as pas besoin en fait. Ça tu le comprends, soit tu le comprends plus tard, ou soit tu le comprends jamais, mais en vrai c'est même l'inverse. C'est-à-dire que tu préfères même faire profil bas. Et plus tu vas montrer, plus tu vas mettre en avant, plus tu vas montrer ta grosse voiture, etc. Et plus, encore plus dans le cas d'Internet, quand ça va être un argument carrément de réussite, genre regardez la preuve que j'ai réussi, vu que j'ai la villa, bah là, déjà le discours il est pas sérieux, et puis en plus tu induis les gens en erreur. Donc la réalité c'est pas celle-là. La réalité c'est des putains de sacrifices, la réalité c'est du struggle, et la réalité c'est que si tu fais ça, et si tu montes ça, et si tu transparais ça, tu sais pas faire d'argent. En fait t'es juste trop con. C'est-à-dire que tu es en train d'expliquer comment se planter. C'est tout l'inverse. C'est que même si tu peux te payer ça, paye-le toi, pas de problème, mais si ça rentre dans les putains de critères, les 1% de la voiture, je te garantis que mes bagnoles, elles rentrent dedans. Et j'ai eu le malheur l'autre fois de faire une story où on voyait genre ça de ma voiture, vous voyez, genre le dossier derrière moi. Et tout le monde m'a écrit des messages privés, ah c'est ci, ah c'est ça, ah belle bagnole, ah bravo. Alors je comprends que tout le monde adore les voitures et moi le premier. Je vais faire du circuit et tout, je kiffe. Mais juste, je ne veux pas communiquer là-dessus parce qu'on voit à quel point tout le monde est super émotionnel, quoi. Et non. Mais oui, et j'ai eu plein d'ailleurs de messages, ah la règle des 1%, etc., que tu nous dis en vidéo, tu ne te l'appliques pas. Mais bien sûr si, je me l'applique, les gars, justement. Et c'est aussi pour ça que je ne vous montre pas, et c'est aussi pour ça que je ne communique pas, et je ne communiquerai pas sur ces trucs-là. Regarde ma maison, regarde machin, regarde. C'est bon, tout le monde sait où j'habite. Hein. Donc, voilà. Donc, en fait, je voulais pas parler de moi au début. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a une dichotomie. Putain, j'utilise aujourd'hui des mots. Il y a une dichotomie entre le paraître que la société nous inflige, entre guillemets, à bien ou en mal, je m'en fous, je ne peux pas faire de la philo, et la réalité de la bonne gestion financière qu'il faut avoir. Et la bonne gestion financière qu'il faut avoir, c'est de vivre en dessous de ses moyens. Et vivre en dessous de ses moyens, c'est pas un gros mot. C'est-à-dire que quand tu gagnes 1000 balles, vivre en dessous de ses moyens, c'est dur, ça fait pas plaisir. Quand tu gagnes 3000 ou 5000, ça fait toujours pas plaisir. Quand tu gagnes 10 000, bon, ça commence à être vachement faisable, mais ça fait quand même pas plaisir. Et quand tu peux avoir 1 million, 2 millions, 5 millions sur ton compte, vivre en dessous de tes moyens, ça fait toujours pas plaisir. C'est toujours un sacrifice. Mais si tu veux continuer à grossir, à te développer patrimonialement, pour plein de raisons, et arrêtez s'il vous plaît les quelques amis de la saucisse qu'on a sur la chaîne, de dire ah oui, mais cette course à l'argent tout le temps, etc. Mais on vise plus l'argent. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, tu vises le moyen. Tu vises pas le chiffre qui s'en a à foutre. Tu vises le moyen, tu vises la liberté que et la sécurité que ça te procure. Et également la possibilité de faire des grands projets, la possibilité de donner, la possibilité d'aider des gens, la possibilité de viser plus grand, toutes les possibilités en fait que t'apporte l'argent. Moi, je suis un investisseur. Je suis un entrepreneur, je suis passionné, j'adore ça. Bah, plus d'argent, plus d'investissement. Aussi simple que ça. Je peux acheter plus d'actions, ça m'éclate. Je peux faire de l'immobilier encore plus gros, ça m'éclate. Je peux acheter des entreprises, j'attends que ça, continuer, faire grossir Green Bull Group, etc. Et puis quand tu gagnes de l'argent d'un côté, c'est marrant, tu en gagnes de l'autre. Et puis plus tu en gagnes, plus ça devient facile, etc. Et puis ta boîte se porte bien. Et puis quand bien même elle ne se porterait pas bien, si toi tu es solide, tu peux l'aider ta boîte. Et inversement, si toi tu n'es pas solide mais que ta boîte se porte très bien parce que tu as du succès, c'est l'inverse, c'est ta boîte qui t'aide. Et ainsi de suite. Et il n'y a pas de provenance de l'argent. On en avait parlé sur la vidéo sur les biais psychologiques. On disait qu'il y avait un biais de comptabilité mentale, tu sais, où les gens font, et tout le monde, hein, moi le premier, pas les gens, nous tous, l'humain, tient une comptabilité mentale sur la provenance de l'argent. Et je le vois, moi, dans les commentaires. Souvent, on me dit « Ah oui, mais du coup, si t'en es là aujourd'hui, c'est grâce à l'immobilier. Ou si t'en es là aujourd'hui, c'est grâce aux formations. Si t'en es là aujourd'hui, c'est grâce à ton entreprise. Si t'en es là aujourd'hui, c'est grâce à la bourse, ou grâce. Et à chaque fois, les gens cherchent à trouver la provenance de l'argent. Alors que si j'en suis, ou n'importe qui, et on est où il en est, c'est tout simplement par l'ensemble de ces facteurs-là, qui se tirent vers le haut, se compensent, cèdent, te donnent des idées que tu peux appliquer ailleurs, etc., te permettent de grossir. Et quand tu es intelligent, avec les prérequis de base, tous les bons ratios, là, les 1%, les machins, la règle des 10%, etc., et que tu continues à t'appliquer ça tout le temps, dès le début à la fin,
Quand je dis ça, c'est pas genre, tiens, c'est un truc de pauvre. Quand je dis ça, c'est le contraire. C'est plutôt un truc de riche, toutes ces règles-là. C'est que c'est un truc qui te permet de te développer patrimonialement et c'est un truc qui te permet de continuer à te développer patrimonialement. Et ce biais-là de comptabilité mentale, ça n'existe pas en vrai. Hein. C'est pas, 1000 € qui viennent du casino valent pas moins que 1000 € qui viennent de ton salaire. 1000 € qui viennent de ton entreprise valent pas moins que 1000 € qui viennent en faisant la manche dans la rue. La valeur est la même. Hein. La valeur de ces 1000 € là est la même. Alors pourquoi notre façon de le traiter n'est pas la même? En disant ces 1000 € là, ouais, je les ai gagnés au morpion, je peux bien les gamble un petit peu all-in, alors que les mêmes 1000 € que j'ai gagnés à l'usine à la sueur de mon front, je vais faire super gaffe avec. Ça, c'est un biais de comptabilité mentale, on appelle ça, c'est un biais psychologique, et il n'y a aucune différence dans ces sommes-là. Donc je sais plus d'où on part, putain, j'ai perdu mon point de départ. C'est fou ça. Ah bah oui, c'était le point de départ, c'était ça, c'est important de se faire plaisir. Oui, c'est important de se faire plaisir, mais c'est encore plus important de ne pas se cacher derrière « Oh, et ça je vois souvent, oh ouais, mais on peut mourir demain, on peut crever, oh ça va, on se fait plaisir, on crame tout ». Oui, mais ça c'est le biais, je sais pas comment il s'appelle, mais c'est genre... Oui, mais comme ça tu peux tout excuser quoi. C'est « Ah, on peut mourir, oh, le sport, on fait chier, on peut crever demain, oh, puis je vais manger des patates ». Des chips devant la télé, merde, c'est bon, faut se faire plaisir, et puis je vais pas lire de livres parce que ça rend trop intelligent, je vais regarder les Marseillais à Cancun, ou à Miami, ou à Dubaï, tiens, ils sont à Dubaï en ce moment les Marseillais apparemment. Putain, ça c'est... Bon. Bref. Voilà, donc non, pas d'accord avec ça. Non, tu peux mettre dans les commentaires ce que tu penses. Allez, question suivante. Bla, on a dit, ça on a dit... Ah, si, il y a ça. Tac. Bonjour, est-ce que je peux trouver ton portefeuille crypto sur eToro et comment? Merci. Le pouce bleu vient de prendre une calotte. Merci de me le rappeler, Fabrice. On n'a pas mis une calotte au pouce bleu dans cette vidéo-là. Oh, calotte maintenant, là. Putain, j'ai oublié. Ça me fait du bien quand je mets une tarte. Alors, mets une tarte au pouce bleu. Moi, je vais sur eToro avec mon téléphone et on va aller jeter un œil. Donc, il n'y a pas mon portefeuille crypto. Déjà, le portefeuille que je vous montre, c'est le portefeuille Alt qu'on a constitué ensemble, qui, je le rappelle, n'est ni un conseil d'investissement ni une allocation principale, que c'est un portefeuille mal aimé, qu'il a un petit peu... voilà, je vais le dire à chaque vidéo parce que je vois que c'est pas compris. Ensuite, sur eToro, on a en effet un portefeuille, qui est le portefeuille, Green Bull, qui est là, qui est le portefeuille qu'on maintient avec Green Bull, où, tu connais eToro, hein, donc tu as le fil, machin, là tu as le portefeuille. Donc là, tu vois, on fait déjà 19% cette année. Donc bon, les marchés nous aident bien, ils sont cool, mais ce portefeuille, il performe vraiment super bien. Pourquoi? Parce qu'il est équilibré, parce qu'il est bien constitué, parce que là, tu vois, tu as quelques-unes des valeurs, parce que toutes les bonnes règles d'allocation dont je te parle tout le temps, on les applique. Hein. Je veux dire, encore une fois, je ne te dis pas un truc d'un côté et puis de l'autre côté autre chose. On applique ces règles-là. Donc il est bien diversifié. Il est bien alloué. En plus, on fait un peu de grosse, un peu de value. On est, je pense, un peu intelligent sur ce qu'on fait. La preuve, il y a pas mal de gens qui nous suivent. Ça, c'est la courbe depuis la création du portefeuille. Donc, c'est plutôt cool. Ça fonctionne bien. Donc, ça, à l'intérieur, il y a des cryptos. Il faut savoir qu'il y a des cryptos dans l'allocation. Donc, déjà, si tu suis ce portefeuille, tu auras des cryptos dans l'allocation, puisque il y a des cryptos là-dessus. Je vais même te dire combien il y en a précisément. Je vais voir allocation. Là, instant T, il y a 13% de crypto dans ce portefeuille. Donc tu vois, il est alloué intelligemment. C'est-à-dire que c'est un portefeuille long terme, bon père de famille. Le but, c'est pas qu'il swing dans tous les sens. Avant le bull run, on avait mis, je crois, à l'époque, il devait y avoir 3% de crypto. Forcément, là, les cryptos sont montés, donc l'allocation, c'est un peu déséquilibré. Et puis en plus, on a profité de la montée pour reposer un petit peu plus et pour faire encore un petit peu monter cette allocation. Donc là, on est à 13%, c'est un petit peu beaucoup. On est plutôt sur la fin, pas la fin, mais... On va être sur un rééquilibrage bientôt. Le but de ce portefeuille, c'est d'être extrêmement long terme, bon père de famille. Le but, c'est on pose de l'argent là-dessus tous les mois, tous les 3 mois, tous les ans, comme on a envie. On fait du DCA. Et c'est un portefeuille long terme, retraite. 5 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans. C'est le portefeuille de la courbe qu'on a vu tout à l'heure. Là, ce qu'on cherche à faire avec ce portefeuille-là, et c'est pour ça qu'on réinvestit les dividendes, c'est ça. On fait ça avec ce portefeuille-là. Et on réinvestit les dividendes. D'ailleurs, là, très récemment, on a réinvesti des dividendes, donc de l'argent gratuit, hein. C'est quand même intéressant quand tu as des dividendes qui te payent des actions. On a acheté
On a acheté fin d'année dernière, début de cette année, grâce aux dividendes, on a acheté Tesla gratuitement. Là, on a acheté Jumia qui avait vachement monté. On avait clôturé avec 25% de profit. Elle a corrigé, on l'a racheté, etc., etc. Donc bref, on réinvestit. Pour le suivre, c'est pas compliqué. Tu tapes Green Bull sur eToro, tu vas le trouver. Tu as le logo Green Bull, etc. Le truc s'appelle Green Bull Invest, tout attaché. Il est géré par Guillaume et moi. Et voilà, et puis par la team Green Bull. Que dire de plus au-delà de ça? Ben voilà, c'est tout. Hein. Donc, pour suivre un portefeuille équilibré avec une bonne allocation, tu peux, si tu as un compte eToro, taper Green Bull. Si tu n'as pas de compte eToro ou si tu veux aussi profiter de notre formation RLT, tiens, je te mets le lien, tant que j'y suis, je te fais un petit instant pub ici dans le i. La formation RLT, elle est en partenariat justement avec eToro et elle est financée par eToro, c'est-à-dire qu'ils vont payer pour toi. Si tu passes par le lien que je t'ai mis là, que tu ouvres un compte chez eux, ils payent ta formation, donc tu l'as gratuitement par cet intermédiaire-là. Et tu vas apprendre à constituer un portefeuille long terme et tu auras toutes les infos sur comment fonctionne la bourse, comment acheter, comment vendre, etc. Et ça ne fonctionne pas qu'avec eToro, c'est-à-dire que si demain tu suis la formation, tu as ton portefeuille eToro, tu peux très bien avoir un compte titre, tu peux très bien, enfin un autre compte titre chez quelqu'un d'autre, tu peux très bien avoir un PEA, tu peux très bien avoir une assurance vie, encore une fois. Tout est possible et mon chat te passe le bonjour comme tu peux l'entendre. Allez, on va continuer quelques questions. Oui, mon chat. Ah, tiens, oui. Alors, parlons de ça. Parlons des choses qui fâchent. Tony, j'ai de la peine à comprendre quelque chose. Topsy, pardon. Tu fais des vidéos en disant « je te dis rien, tu te fais ton avis, mais tu laisses à croire qu'on va atteindre des sommets. » Et maintenant, c'est la même, mais dans l'autre sens, en mode drawdown. En gros, c'est qu'il y a une vidéo crypto où, tu sais, je fais la prédiction Bitcoin et je dis que réalistiquement, 100 000, ça paraît... voilà, moi, c'est un petit peu là où je le vois arriver. Mais encore une fois, va voir la vidéo si tu ne l'as pas vue parce que c'est pas si simple que ça. Je parle d'investissement long terme, voilà. Donc tu parles d'investissement long terme, mais cette vidéo suscite la vente à court terme. Donc ça, c'est celle d'avant-hier. Pas la toute première fois. Pour la toute première fois, cette vidéo me laisse perplexe. Alors Topsy comprend que déjà, c'est ce que j'ai répondu par écrit à ce commentaire-là, je n'en sais foutrement rien. Et celui qui te dit qu'il sait que le marché va faire ça, et je le vois très souvent dans les commentaires, hein, ouais, alors le marché il va monter jusqu'à cet été, après il va se stabiliser, ensuite il va faire ça, et puis telle crypto elle va faire ça pendant une semaine. Non mais les gars, là vous avez craqué complètement. Là on est en plein dans le rêve, l'excès de confiance, l'illusion de contrôle, biais psychologique. Retourne voir la vidéo des biais psychologiques, parce que tu as craqué complet ton slip. Personne ne sait où va aller le marché. Demain, ça se trouve, il y a eu une explosion nucléaire en Corée du Nord, carrément, et tout s'effondre. Arrêtez de vous masturber à croire que vous savez où va le marché. Ça, c'est pas pour l'auteur de la question, c'est pour tous les gens les crypto fanboys et les oracles de la bourse. Donc, je ne sais pas où va aller le marché comme tout le monde. Je fais des projections, je fais de l'analyse plutôt fondamentale que technique. Je suis l'actualité et je subis le marché comme tout le monde. Sauf que ce que je cherche à faire, c'est à m'exposer correctement, à prendre des paris de la bonne façon, puisqu'il faut bien s'exposer au marché. Donc je m'expose au marché, mais tant qu'à faire, j'essaie de m'exposer correctement. Et par s'exposer correctement, j'entends acheter plutôt bas, revendre plutôt haut, mais jamais j'aurai la totalité de la hausse, jamais j'aurai le top, jamais j'achèterai au bottom. Moi, ce que je cherche à faire, c'est de prendre un bout là. Puis lui, ça se trouve, il va là carrément. Oh, il va tout là-haut. Là. Il continue, hop, on le voit même plus. Il est là, il est parti carrément. Je m'en fous. Personne n'aura ni le top ni le bottom. Donc maintenant, ce que je vais expliquer, c'est que... Alors déjà, sur cette vidéo, je n'ai pas l'impression de dire qu'il faut vendre à court terme et j'ai même pas l'impression de le penser. Ce que je dis, c'est que le marché des cryptos, il est complètement schizo. Il y a tout un tas de bonnes nouvelles et de nouvelles complètement beaucoup plus bizarres. Ce que je dis à la fin de cette vidéo, en effet, c'est qu'il y a des facteurs exogènes qu'on voit de plus en plus. À tort ou à raison, j'en ai rien à foutre. Parfois, j'analyse un truc et j'ai l'impression que je suis le porte-parole. On voit des articles, des gens qui se lèvent et qui disent « le Bitcoin, ça va plus, ça pollue trop, c'est pas bien, etc. Gaz à effet de serre, mon cul ». Je dis pas que je suis d'accord, je le rapporte. Je dis « regardez les gars, il y a des gens qui disent ça ». Et j'ai l'impression que je suis le porte-parole du truc. J'en ai rien à carrer.
Sur cette chaîne, si j'en donne l'impression, j'en suis désolé, mais je ne donne pas mes convictions personnelles. Je ne donne pas mes avis. Si tu parles en soirée avec moi un petit peu bourré, bah, ça se trouve, parfois, je te dirai des trucs, tu me diras « Putain Yann, tu dis pas ça sur Internet ». Non, je ne donne pas mes convictions personnelles sur cette chaîne. Même si ça peut m'arriver, faiblement, ce que je donne sur cette chaîne, c'est mes analyses personnelles, pas conseils, analyses, qui sont soit bonnes, soit mauvaises. Ça se trouve, je suis qu'un gros con. Et quand j'analyse qu'il y a de plus en plus de gens qui disent la Bitcoin ça pollue et attention, c'est tout, je m'arrête là. Donc c'est juste que c'est un fait, je pense qu'il y a plus de gens qui disent que le Bitcoin c'est dangereux et que ça pollue, enfin, que ça consomme trop, et on l'a vu en début de vidéo, etc., etc., il y a des problèmes. Donc je ne dis pas qu'il faut vendre, je ne dis pas qu'il faut partir en courant, je dis juste qu'il y a des facteurs exogènes qui peuvent arriver, ou si demain un gouvernement, une banque centrale, 2 banques centrales, 5 banques centrales, les États-Unis, la Fed, l'Europe, Bruxelles, cherchent à légiférer, ça peut générer, ça peut trigger un panic sell, ça peut trigger une baisse de marché, ça peut trigger le bear market. C'est tout ce que je dis. Je ne dis pas que ça va arriver, je ne dis pas que je le pense, je dis que ça peut. Parce que c'est un putain de facteur exogène qui a anticipé le coronavirus. Personne, sauf 2-3 mecs, qui peut-être, pas moi pour le coup, hein, je ne l'ai pas vu venir, hein, mais peut-être qu'il y avait 2-3 mecs, et je suis sûr que si on cherche, on va trouver, qui a dit tiens, regardez cette petite épidémie qui est en train de naître en Chine, ça pue vraiment la merde et vous vous rendez pas compte de ce qui va se passer sur le marché, ça va se péter la gueule. Enfin, ça risque de se péter la gueule. Il y a une chance que ce facteur-là déclenche ça. Voilà, c'est tout. C'était pas une conviction, c'était rien, c'était juste il y a un facteur exogène, peut-être il va faire ça, ça peut être dangereux. Voilà, c'est exactement la même chose que j'ai dit. Peut-être ça peut faire ça peut être dangereux. Et moi là, tout ce qui m'intéresse, comme toi, c'est de capturer le plus possible de hausse du marché et de sortir mon cul du marché avant que tout le monde te fasse éclater la tronche, comme on l'a vu sur tous les précédents cycles. Donc ça passe pas par croire qu'on contrôle le marché, hein, le fameux biais d'illusion de contrôle et d'excès de confiance. Ça passe pas par le desirability effect, ce qu'on a vu ensemble, de parce que je suis investi, c'est que ça va monter. Ça ne peut être que comme ça. Cette fois-ci, c'est différent. Ça passe par être objectif. Et c'est très difficile d'être objectif sur les cryptos. Et je pense même que je ne suis pas assez balancé, je pense même que je suis trop objectif sur mes vidéos, où quand tu les regardes extérieurement, en tout cas c'est ce que je pense, il y a un parti pris de le marché, il va continuer à monter, il va monter, alors que peut-être, mais je n'en sais rien, peut-être que je ne mets pas assez en balance les arguments contraires. Et d'ailleurs, on le voit tout de suite dans les commentaires, dès qu'il y a un argument contraire, il y a justement tout qui se réveille, là, les biais de confirmation, les desirability effects, etc. Et des gens qui disent « Mais non, mais n'importe quoi, mais ça c'est du FUD, mais non, mais t'es qu'un con, blablabla, ça ne peut pas, il n'y a pas d'autre solution. Cette fois-ci c'est différent. » Et ça, c'est typiquement tous ces biais psychologiques-là. Et voilà. Tiens, regarde, j'ai un exemple criant. Tu peux aller voir le QG qu'on avait fait à l'époque où on faisait des QG là, en direct, et c'était le tout début du Corona, et je t'ai sorti des études. Encore une fois, moi je suis pas Didier Raoult, je suis pas l'oracle de Marseille, je suis pas un virologue ou quoi que ce soit. Hein. Juste un mec, voilà. J'ai compris que le monde n'était pas noir ou blanc, et j'ai aussi compris que, au-delà de lire le titre de l'article, c'est bien qu'on va creuser et qu'on va chercher. Et à l'époque, j'ai fait énormément de recherches sur le coronavirus, et notamment sur les gens qui savent, et les études, etc. Et j'avais déniché une étude d'Harvard, que je trouvais très bien foutue, plusieurs études d'Harvard, dont une qui expliquait que cette pathologie ressemblait vachement à ce qu'on avait vu par le passé, notamment avec la grippe espagnole, et que sur ces pandémies mondiales, il n'y avait pas 50 000 solutions, on allait subir des vagues, et notamment, il était très possible qu'on en ait au moins 3, avec des périodes de confinement, déconfinement, reconfinement, que les gouvernements allaient agir comme ça, etc. etc. Tu peux retourner voir cette vidéo, et je te mettais en lien, comme d'habitude, l'étude et tout. J'ai vu dans les commentaires un nombre de gens, et putain, un jour j'en ferai une compile carrément, qui m'ont dit « Mais non, mais n'importe quoi, mais t'y connais rien, t'es pas virologue, mais c'est impossible, mais pfff. » Regarde, aujourd'hui, on a la 3e vague, je ne sais plus combien de confinements, et c'est loin d'être fini. Et cette putain d'étude d'Harvard expliquait exactement ça avec le bon timing, t'expliquait que ça allait durer jusqu'en 2023 ou 2026, suivant les schémas, etc., etc. Tout ce qu'on dit aujourd'hui et que tout le monde a pris pour acquis aujourd'hui. Hein. Maintenant, aujourd'hui, tout le monde a bien compris, confinement, déconfinade, reconfinade. Et ça, c'est des biais
C'est toujours les mêmes biais. C'est le desirability effect, c'est les biais de confirmation, c'est les gens qui ne veulent pas voir la vérité. Donc, ou en tout cas, pas, je reprends cette phrase, c'est pas ne pas voir la vérité, c'est juste de ne pas voir les deux côtés de la pièce et comprendre qu'il y a plusieurs possibilités. À chaque instant, statistique, basique, pour une situation A, il y a une infinité de possibilités B, B', B machin. Et puis en fonction de combien je te donne de choix ici, il peut se passer plein de choses différentes. Et c'est tout simplement ça. C'est-à-dire que là aujourd'hui, sur le marché du Bitcoin, il y a 500 trucs qui peuvent le faire planter, comme il y en a 500 autres, ou 1000 ou 10 000 qui peuvent le faire monter. Donc moi je m'attache juste à chercher à timer à peu près ça, à ce qu'on sorte notre épingle du jeu, à te le partager sur cette chaîne. J'aimerais vraiment qu'on le comprenne. Parce que j'avoue que ça me fatigue un peu. Là, tu vois, on est dans Samedi Coffee, on peut se parler un petit peu plus. Voilà, j'avoue que ça me fatigue un peu. Et j'avoue que je commence à me poser des questions. Est-ce que je vais continuer à lire les commentaires? Est-ce que je vais continuer à répondre aux commentaires? Parce que c'est fatigant. Tu vois, quand tu crées du contenu, en plus gratuitement, que ça prend du temps, c'est fatigant Voilà, c'est fatigant, tout simplement. Allez, je continue. J'ai une question de Serge. Avertissement. Alors, hop, je la mets. Avertissement intéressant, mais que faire? Les actions et l'immobilier sont au plus haut, alors que l'activité économique et les revenus baissent. Les monnaies fiduciaires sont imprimées comme des billets de Monopoly. Même l'or et l'argent sont manipulés par l'or et l'argent papier. Dans ces conditions, les cryptos restent l'investissement le moins stupide de tous. Alors, je comprends les arguments, même s'il pourrait y en avoir plein d'autres dans l'autre sens, mais on ne va pas aller dans ce jeu-là parce qu'on est dans le jeu d'une analyse macroéconomique du monde entier, et que finalement, là, on pourrait mettre une multitude de scénarios. Par contre, ce dont je suis sûr, ce dont je suis absolument certain, et là, je peux te mettre mes deux mains à couper, pour pas dire autre chose, c'est que ce que tu dis, donc, c'est que globalement, le scénario, c'est celui-là, et que finalement, investir sur les cryptos, c'est ce qu'il y a de plus intelligent par rapport aux autres classes d'actifs. Moi, ce que je dis, c'est que ça, c'est faux, et c'est sûr. Et c'est pas parce que je sais que le scénario c'est celui-là, ou c'est celui-là, ou c'est celui-là, ou c'est celui-là. Ce que je sais, c'est que le plus intelligent, c'est toujours, dans toutes les conditions de marché, l'allocation et notamment la diversification et le contrôle du risque. Donc j'entends que les cryptos c'est cool et à chacun de choisir. Mais je ne peux pas conseiller, dire, clamer que les cryptos, c'est ce qu'il y a de plus intelligent. Ce qu'il y a de plus intelligent, c'est de faire une allocation. De la crypto, autre chose. Et je te dis même pas quoi. Mais autre chose, quoi. Ce que tu as envie, carrément. Des endives, des betteraves, à condition, bien sûr, de les traiter comme un actif et de les revendre. Des voitures de collection, si tu as envie. Des cartes Pokémon, carrément. Des marchés financiers, tiens, peut-être. Ah, puis peut-être aussi de l'immobilier, quand même. Ça serait peut-être un petit peu les trucs principaux dans la vie. Éventuellement du private equity. Et ça, je suis certain que c'est plus intelligent que de faire all-in sur les cryptos. Voilà. Parce qu'encore une fois, all-in sur les cryptos, ça peut très bien se passer comme ça peut très mal se passer. Et le problème, c'est que les pourcentages de baisse coûtent plus cher que les pourcentages de hausse. Le problème, c'est que prendre le risque de perdre la totalité de son patrimoine pour une hausse de X, c'est bête. Parce que ce qu'il est possible, c'est de faire un moins 80. Comment on compense à moins 80? Est-ce qu'un plus 1000% compense à moins 80? Je ne suis pas sûr. Ça dépend en fait de combien on part. Si tu me dis, voilà, je mets toute ma vie, j'ai péniblement mis 50 000 € de côté. Là, j'ai vu un mec là, dans les commentaires, je ne sais pas si c'est vrai ou pas, qui dit j'ai vendu mon appart, j'ai tout mis dans les cryptos. Qu'est-ce qui compense le fait de perdre tout ce que tu as, c'est-à-dire 50 000 €? En plus, tu es en début de parcours, etc. Faire quoi? 300 000? 500 000? Ça compense? Déjà 300, 500 000 en partant de 50. Au stade où on est dans le bull run, c'est déjà... on se voit bien. Hein. C'est... Déjà, le pourcentage de chance que ça arrive, bon, il est discutable. Mais quand bien même. D'un côté, tu fais 500 000 balles, ce qui est bien, mais ce qui n'est pas non plus... pense pas que tu vas acheter un yacht. Hein. Et d'un autre côté, tu perds tout et tu repars à zéro et ça va être beaucoup plus long de remonter à 50 000. Parce que la beauté, enfin la beauté ou la pas du tout beauté de l'argent, c'est que tu vois, admettons que ta richesse, elle fait ça. Là, c'est dur, c'est la merde. Tu vas rester longtemps près du zéro. Et puis quand ça va commencer à monter, ça va être une putain de courbe comme ça parce que c'est beaucoup plus simple de gagner de l'argent là ou là. Hein. T'en as tellement que... je veux dire, voilà. Hein, que là. Et là, repartir à zéro, quand tu commences à être là,
Tu es là, tu as 50 000, ça commence à peine, repart à zéro. Bah là, il peut se passer 10 ans. Par contre, pour passer de, je sais pas moi, 500 000 à 2,5 millions, bah, si là, il s'est passé 10 ans, bah, là, il peut se passer 3 mois carrément. Enfin non, j'exagère. Mais il va se passer beaucoup moins de temps, en tout cas, en termes de durée. Peut-être 2 ans, peut-être 3 ans. Pourquoi? Parce que tu vas avoir accès à des choses auxquelles tu n'avais pas accès avant, tu vas avoir accès à des niveaux d'endettement auxquels tu n'avais pas accès avant, tu vas avoir accès à des investissements et à une diversification auxquelles tu n'avais pas accès avant. Et est-ce qu'il vaut mieux avoir 10% de crypto sur un portefeuille à 1 million ou 100% de crypto sur un portefeuille à 100 000? Moi, la question est vite répondue, comme dirait l'autre. Et je passe à la suite. Et je crois qu'on a quasiment fini. Puis il y a mon chat en plus qui a faim, tu vois, tu l'entends, il continue. Hein. Ah, on en a une dernière. Ah oui, elle est dans la continuité de ce qu'on dit. Allez, c'est parti. Petite question, pensez-vous qu'il est possible d'investir sur une poignée de crypto à moyen terme avec un petit effet de levier, style 3 ou 5 pour un petit capital, les frais restent raisonnables, avec un petit levier, nous demande Dorian. Alors j'ai déjà répondu à Dorian en texte, mais je pense que ça peut permettre à d'autres gens d'en profiter, donc je vais répondre une deuxième fois. Alors, le piège avec le levier, c'est de croire que ce qui est dangereux, c'est les frais. Alors les frais, c'est le seul truc qui n'est pas dangereux sur le levier. Hein. Donc les frais, tu peux les oublier, tu ne les regardes même pas carrément. La question du levier, ce n'est pas les frais. La question du levier, c'est comment il va influer tes performances. Donc là, tu es en train de me parler d'un levier 3, c'est-à-dire que tes performances à la hausse ou à la baisse sont multipliées par 3, bien sûr. Tu me parles d'un levier 5, c'est-à-dire qu'à la hausse ou à la baisse, c'est multiplié par 5. Levier 5, ça veut dire que 20% de baisse égale 100% du capital engagé. Tout simplement. C'est-à-dire que tu prends un levier 5, la volatilité est de 20% à la baisse sur ta crypto, autant dire dans les cryptos, c'est tous les jours carrément. Eh bien, c'est fini, tu as cramé ton capital, merci, au revoir, bonne journée. On se revoit la prochaine fois, tu reviens quand tu as de l'argent. Donc non, le levier, c'est dangereux pour ces raisons-là, et ce n'est pas une question de frais, c'est une question tout simplement de multiplicateur. Il peut être bien utilisé dans certains cas, mais pas celui-là, pas sur un all-in, et moyennement dans les cryptos. Voilà, et surtout pas sur de l'investissement long terme de cette façon-là. Et quant au levier au-dessus, là, parce que tu vois, là encore 3-5 Dorian, franchement, c'était raisonnable, tu vois. Mais je vois des leviers 40, 125. Allô, levier 125, carrément. Moins 0,8, ou je peux commencer, ouais, ça doit faire moins 0,8, moins 0,9, égale moins 100%. Donc, là, pour le coup, tu ouvres ton trade, pouf, tu l'ouvres, tu le refermes. Et voilà, tu as évaporé 10 000 balles. Donc non, le levier, c'est très dangereux dans les cryptos. C'est globalement dangereux de façon générale. Le levier, c'est pas qu'il est dangereux en lui-même, hein, c'est juste un multiplicateur. Il y a des bonnes façons d'utiliser du levier. Les fonds d'investissement, certains fonds l'utilisent, ceux qui ont le droit de le faire. Les gestionnaires, les hedge funds l'utilisent. Moi-même, j'utilise du levier dans certaines conditions. L'endettement n'est rien de moins qu'un levier également. Mais je ne peux pas du tout le conseiller sur les cryptos déjà au sens large, et surtout pas le conseiller à des débutants qui veulent faire du long terme. Surtout pas le conseiller dans des périodes où on ne sait pas ce que va faire la volatilité, parce que là, le marché, vous avez vu ce qu'il a fait, les copains. Hein. On est monté, boum, début de bull run, tout le monde dit ça va exploser. Première correction, ça repart à la hausse. Deuxième correction plus importante, et là, on est là. Okay, donc là, on voit une contraction de la volatilité, c'est exactement ce qu'on veut voir. Hein. Donc ça, c'est très bien, contraction de la volatilité. Donc là, on est là. Je pense qu'il y a plutôt plus de chances que ça pète à la hausse, puisqu'il n'y a rien qui nous indique que le marché va se retourner, sauf facteur exogène. Je répète, il n'y a rien qui nous indique que le marché va se retourner aujourd'hui. Hein. On est tout à fait dans un bull market. Hein. Je n'ai jamais dit, je ne vais pas vous refaire l'histoire. Hein. Je n'ai jamais dit que je vendais, ni rien. Je te le dirai quand je vends. Mais toujours est-il que ça peut aussi partir à la baisse, ou ça peut aussi faire un pic de volatilité, parce que j'en sais rien, moi, il y a une news, etc., avant de réintégrer. Hein. C'est souvent qu'il y a des fausses sorties, d'ailleurs, on l'a vu. Hein. Il y a eu un bull trap ici. Fausse sortie, on a réintégré. Il peut très bien en avoir en bas, réintégré. Donc s'il y a une hausse de la volatilité à un instant T, avec ton levier, tu vas la manger. Et c'est vachement dommage parce que toi, ce que tu vois en voulant mettre du levier, c'est tiens, on est à peu près là, et puis je vais sortir à peu près là. Et je me mets en levier 100. J'aurais fait 100 fois là. Ouais, mais sauf que tu as oublié que avec ton levier, il suffit d'un touc pour te faire sortir. Ou il suffit d'un touc pour te faire sortir.
Donc oui, hein, l'actif, il aura fait ça, mais quand tu le zoomes, le problème, c'est que il est volatile. Ah, on a encore fait un beau Picasso aujourd'hui, hein. C'est pas mal. Bon, je pense qu'on a fait le point. Tu peux me mettre, ouais, on n'a plus de questions. Tu peux mettre tes questions et tes commentaires de référencement également sous cette vidéo. Ça fait toujours plaisir. On a déjà éclaté la gueule du bouton like. Bon, s'il est en train de se relever, on peut lui remettre un petit chassé dans les côtes. Je te dis à très bientôt, la team. Merci pour le prochain Samedi Coffee et